Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du retail média et le thème de l'émission, c'est est-ce que trop de retail média va tuer le retail média? À mes côtés, j'ai Mathieu. Salut Mathieu. Salut Laurent. Merci pour ta participation, comme d'habitude, à ce podcast et maintenant à cette chaîne YouTube. Et on a la chance de recevoir une deuxième fois dans Banous, Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Est-ce que tu peux te présenter juste pour remettre un petit peu de contexte et pour nous dire en quoi tu es légitime pour parler de retail média? Alors, je suis le créateur d'une entreprise qui s'appelle Retail for Brands. Et si tu m'avais parlé de brand média, j'aurais estimé que j'étais légitime. Et comme on parle de retail média, je suis aussi légitime. Et si un jour il y avait 4 médias, ben, je serais aussi tout à fait légitime. C'est évidemment un sujet qui est hyper important dans l'évolution du e-commerce et de la façon dont les marques abordent en fait l'opportunité du e-commerce. Avant, c'était des marchands qui définissaient leur présence en e-commerce grâce au retail média. Maintenant, c'est des marques qui vont aborder le e-commerce. Et donc ça, c'est transformatif pour les entreprises. Ok, très clair. Merci pour cette petite présentation. Alors, juste pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, pour vous donner un plan de l'émission. Donc, la première partie, c'est les basiques du retail média. La deuxième partie, c'est les nouveautés. Qu'est-ce qu'on voit apparaître sur le marché? Et en troisième partie, on essaiera de répondre. Donc, est-ce que trop de retail média tue le retail média? Est-ce que tu peux commencer par nous donner une petite définition et nous donner les use cases les plus fréquents sur cette thématique, Laurence? Pour schématiser, le retail média, c'est la publicité d'une marque, d'un industriel sur un site de retailer. Ça veut dire quoi un site de retailer? Ben, c'est Amazon, c'est Leclerc, c'est Carrefour, pour faire la promotion de son produit. Il y a quelques années, 2012, 2013, des gars à Seattle, Amazon, ont décidé qu'ils allaient redonner les lettres de noblesse au retail média qui existe depuis finalement assez longtemps. Ces gens, c'est Amazon. Et c'est vrai qu'ils ont entraîné avec eux l'ensemble des retailers qui se rendent compte dans un business à très faible marge que ça pouvait leur permettre d'aller chercher de la marge en plus. Et ça permettait aussi aux marques de mieux maîtriser en fait la diffusion de leurs messages et de mieux toucher les contacts shoppers. Une fois qu'on a dit ça, ouais, dis-moi. Ouais, non, mais justement, j'allais, pour caractériser, ce que tu dis, finalement, c'est, je m'appelle Danone, je dis n'importe quoi. Je veux apparaître, en premier sur, la recherche pot de yaourt lorsque je suis sur, Monoprix. Je dis encore une fois Mhm. n'importe quoi. Je vais avoir des ads, mes produits sponsorisés en tête de gondole. C'est la tête de gondole finalement, du numérique. Ça, c'est l'approche la plus basique. Est-ce qu'il y a Mhm. des approches un petit peu plus complexes? Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre en termes de complexité. La première, c'est qu'en fait, quand on schématise et quand on simplifie, le retail média, en réalité, ce n'est pas que sur des sites online. Le retail média, en fait, c'est tous les points de contact que tu vas avoir par un retailer, grâce à un retailer, entre une marque et son consommateur. Que ce soit sur un site, donc leclerc.fr ou Amazon ou Walmart. Ok, c'est une vraie tendance de fond internationale, mais c'est aussi en t'appuyant sur la donnée en dehors du site du retailer, okay, donc sur la base des encartés, de pouvoir toucher ces encartés avec une donnée qui est hyper intentionniste puisque c'est la personne dans l'acte d'achat, mais c'est aussi en magasin traditionnel. Donc en fait, le retail média, c'est beaucoup plus riche que juste la publicité
sur le site du retailer. Comment tu pourrais Parce donner que un exemple pour le côté magasin, traditionnel, en fait? Comment Eh ben, allez, quelques exemples concrets. Quand tu rentres dans un magasin, que tu prends ton caddie, et ben, parfois tu as un petit encart, et bah, ça, c'est du retail média. Heu, Quand tu entends, un jingle sur, la radio, de Leader Pra de Franprix par exemple, avec un canal dédié, ben, tu peux mettre de la publicité dessus. On a même vu Target qui maintenant, fait, met de la publicité sur les tapis conveyeurs, tu sais, qui amènent tes produits, directement en caisse. Donc en fait, le retail média, il est partout. Ce qui est intéressant, c'est que comme va repartir de la data shopper, et ben en fait, tu vas lui donner une finesse beaucoup plus forte que ce que tu avais avant. OK, très clair. Donc ça, c'est la première. ce que tu évoquais précédemment, Vas-y, Mathieu, pardon, dis-moi. ce que tu évoquais précédemment, Lorraine, c'était également la possibilité pour la marque de pouvoir finalement adresser son message avec de la data qui lui est transférée par le retailer au regard de ses encartés et les informations que le retailer a sur l'encarté pour mis à disposition de la marque pour pouvoir aller cibler des communications sur l'open web ou sur différents supports digitaux. C'était ce que tu évoquais tout à l'heure ou je me suis fourvoyé? Tu as compris, je vais raffiner peut-être ce que j'ai dit. La réalité, c'est que le retailer, sa donnée, enfin, ce qui est presque le plus précieux pour lui, ben, c'est ses consommateurs et ses consommateurs captifs. Et donc cette donnée, ils vont pas te la transférer, ils vont te permettre de l'activer via leur mécanisme d'activation, donc avec leur propre siège en particulier, ou avec des phénomènes de forme de data clean room qui te permettront d'exploiter leurs données, mais évidemment sans avoir la granularité de la donnée. Et le deuxième silo qu'on va Et casser, au-delà de ce c'est que... Vas-y, en fait Mathieu. Vas-y, Mathieu, vas-y. Lorenz, on a un Bon, petit lag. il y a un petit décalage, ouais. Ouais, vas-y, Lorenz, allez, je t'en prie. Ouais, excuse-moi. Le deuxième silo qu'on va casser, c'est qu'en fait, pour l'instant, et pendant longtemps, le retail média, ça a été que sur la partie, ça a été que sur la partie lower funnel avec un objectif de conversion finale. La réalité, c'est qu'en fait, ça va un petit peu plus loin et qu'il y a aussi en fait l'exploitation de la donnée avec des objectifs plus upper funnel, plus de notoriété de marque. Et finalement, en fait, là, donc ce qui est rigolo, enfin, je sais pas si le terme rigolo est le bon terme, mais en tout cas, ça transforme complètement le métier du retailer, finalement. Le métier du retailer, il va devoir internaliser, en fait, des nouvelles compétences, parce que lui, à la base, c'est de vendre, des yaourts, son métier. Et donc là, on va lui dire: «Bah, il va falloir aussi que tu te transformes en mini, agence digitale, en fait, pour transférer, ta donnée, pour savoir, ce que c'est que, des cookies», même s'il y a un grand débat dessus. Mais en tout cas, pour moi, il va falloir qu'il l'internalise à fond, pour pas se faire avoir, sur, tout ce pan de son activité. Et après, est-ce que ça ne va pas le détourner aussi de sa mission première de vendre, des produits, en fait? Comment toi tu vois les choses? Alors, alors, les cookies, il sait ce que c'est, mais c'est plutôt ceux qui vendent aux consommateurs. Je sais, c'est nul comme blague et je l'assume complètement. 35°, on a le Euh, droit. Ce sera peut-être pas diffusé quand il y aura 35 degrés. Donc... Ah si, on est en direct. Bah oui, enfin peut-être. Vas-y, je te laisse continuer. Non, mais au-delà de ça, je la trouve très très drôle, donc je vais la garder. Non, là où tu as raison, c'est que le business historique des retailers, on va dire des grands magasins, c'est pas de vendre, c'est avant tout d'acheter. Donc, dans leurs équipes, ils sont très forts pour acheter. Donc, ils vont devoir apprendre à vendre en B2B. Donc, ils vont falloir avoir les réflexes d'apprendre à vendre. Donc, au-delà d'une agence, d'être une régie. Et tu vas avoir, et c'est là où il y a quand même une différence avec une agence média ou une régie média, on va dire un petit peu plus traditionnelle, c'est que quand la régie
fait des ronds de jambes pour aller voir Danone pour le convaincre qu'il faut faire de la publicité en retail média, bah, 2 jours avant, il y a l'acheteur qui leur a brisé les reins pour essayer d'optimiser sa négo, tu vois. Donc, t'es pas sur un rapport, t'es plus sur le même rapport de cordialité qu'avec une régie traditionnelle, tu vois. Donc, tu rajoutes une complexité organisationnelle et culturelle de comment j'apprends à vendre mes produits, quoi. Ouais, dans le sens où, bon après la chance qu'ont les retailers, c'est que ça fait, c'est un petit pan de leur business pour l'instant. Donc, le jour où effectivement, ça prendra, plus d'ampleur, si je puis dire, là, il y aura un vrai sujet de rapport de force. Puisque en fait, jusqu'à présent presque, enfin moi, c'est ce que j'ai toujours entendu et je suis pas un expert du sujet, mais c'est que les marques avaient zéro data de la part des retailers et ils avaient juste le nombre de ventes de yaourts mensuels, trimestriels, j'en sais rien d'ailleurs et point barre, en fait. Ils avaient pas de granularité. Là, ça permet, de jouer un peu avec de la data, enfin, en tout cas, d'acheter de la data. Mmh. Alors, ce qui change, de manière assez, fondamentale, c'est qu'effectivement, ben, ces gens-là vont devoir s'intéresser aux chiffres d'affaires de l'implication du digital. Et c'est là où Amazon a un rôle assez intéressant, c'est qu'on ne sera jamais sur une donnée aussi, riche, et granulaire que ce que tu peux avoir dans l'environnement Google ou dans une moindre mesure dans l'environnement Facebook. Mais Amazon te permet de savoir exactement quels mots-clés tu as touchés, comment tu les as touchés, quand est-ce qu'il y a eu le nombre de points de contact, et on a un développement de data de clean room qui est relativement nouvelle hein, dans l'environnement Amazon, mais qui te permet de comprendre aussi ben, ton pass to conversion et le nombre de points de contact qu'il y a pu avoir. Donc maintenant, une fois qu'Amazon a fait ça, et Amazon représentant quand même 77% des investissements en retail média, ben, ça définit un petit peu les règles du jeu pour les autres acteurs qui doivent suivre derrière. Ouais, c'est un choc des cultures de dingue, là, parce qu'en fait, en fait, Amazon et ce qui est rigolo, c'est qu'ils, pour une vision très française, ils vont presque à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ouvrent, les métriques, ils ouvrent, comme tu le disais, la granularité et cetera. Alors que j'ai l'impression qu'un acteur français, il aurait plus tendance à essayer de rien lâcher et de cacher au maximum. Mais comme Amazon est sûr de leur force, je pense que ils ont aucun doute et aucun comment dire ouais aucun doute pour proposer ces différentes métriques. Juste comme Mathieu a du lag, on va l'interroger à chaque fois. Mathieu, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, merci Laurent. J'ai une question par rapport à, On a quand c'est même intéressant ce que tu disais Lorraine sur, l'impression. finalement, On a l'impression que Mathieu est à Tokyo. Alors vas-y. Mathieu, à Tokyo, Oui, est-ce que tu as un truc à dire? oui, alors je suis présent juste en bas de l'Amazon Store de Tokyo. Non, non, en plus, je suis à balle de bande passante, quoi. C'est assez frustrant. Donc, trêve de bavardage. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Lorraine, sur leur métier, c'est pas vendre, c'est acheter. Et effectivement, on avait un peu oublié. En tout cas, moi, ça m'a vachement parlé, ce truc-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un levier de négociation quand tu es une marque et que tu te fais presser sur tes marges quand tu vends à ces grandes distributions? Est-ce que c'est un levier de négo, justement, ce qui ressort de l'autre côté, c'est-à-dire toute la partie retail média? Est-ce que tu as des marques qui disent, bon, bah, je me fais presser, mais par contre, tu me donnes accès à telle donnée ou tu me donnes accès à tel encart? J'imagine que oui, mais par ton expérience, on en est où de ce truc-là? Alors, ça fait partie historiquement de ce qu'on appelle les conditions commerciales. Les conditions commerciale, c'est ce que tu mets au-delà de la négo, au-delà de la négociation pure de je vais vendre ce paquet de yaourt à 2 euros, donc je te l'achète à 1,20 ou 1,10 €. Donc ça fait longtemps que c'est intégré. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le retail média commence à être sorti de ses conditions commerciales, puisqu'il a acquis ses lettres de noblesse, et ça devient une évidence pour les marques qu'ils ont besoin d'investir en retail média. Donc ça sert à rien de l'inclure dans des conditions commerciales. En revanche, le retailer oubliera qu'il y a des dépenses de retail média dans ses négociations, évidemment. En revanche, pour les marques, c'est un vrai enjeu de mesurer la rentabilité réelle d'un retailer, parce que si tu vends des yaourts à Leclerc
pour 1,30 € alors que ça te coûte 1,20 € les fabriquer et 20 centimes de les acheminer chez Leclerc, ben, tu n'as plus beaucoup d'argent pour faire du retail média. Très clair. Très clair. Juste, alors, pour avancer, parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on parle de ce sujet, on s'était donné à peu près 30 minutes. Hem Et tu l'as déjà abordé, c'est, le terme clean room, en fait. On en entend parler de plus Mmh. en plus, ces endroits où on permet à des acheteurs et des vendeurs de se retrouver, d'échanger de la donnée dans des environnements sécurisés, afin qu'ils puissent, faire, de la publicité. Il y a pas mal d'acteurs, hein, qui font ça. J'ai vu récemment que Permutive avait annoncé, la signature, avec, Les Échos, si je me trompe pas, c'est-à-dire que Les Échos, Le Parisien pourront proposer leurs données dans un environnement sécurisé. LiveRamp fait ça énormément avec leur Safe Haven. Donc on voit que c'est une vraie tendance du marché. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, concernant le retail média? Alors, comme je l'ai dit, en fait, tu as une donnée qui est quand même impartageable quelque part du retailer. Donc, il y a un vrai besoin et un vrai use case d'une évidence assez forte de ces data clean rooms pour comprendre en fait et pour que les marques comprennent mieux leur cible de communication et leur cible de consommation sur lequel, ben, d'un point de vue un petit peu plus marqué, d'une logique plutôt stratégie marketing, souvent il y a une décorrélation entre ta cible de consommation et ta cible de communication. Donc pour ça, ça va leur donner un insight hyper fort. Et ensuite, ça va leur permettre d'adresser des messages différents en fonction des différentes audiences. Ça, c'est la théorie. Et dans la pratique? Dans la pratique, c'est assez naissant. On va retrouver certains concepts, mais traditionnels, dès qu'il fait plus de 30 degrés. Tu balances beaucoup de flotte et beaucoup de coca, et tu es sûr que ça va marcher. Ouais. De temps en temps, on a pu voir des use cases tu n'as pas forcément exactement les mêmes offres entre le nord de la France et le sud de la France, parce que tu veux, en tant que vendeur de viande, par exemple, on peut penser à Charal, tu n'as pas les mêmes comportements d'achat. Ça, tu as plus de use case que d'industrialisation de la best Ouais, practice. pour Euh, l'instant, juste pour te couper, excuse-moi, mais c'est, en gros, ce que tu dis, c'est que, étant donné qu'en plus on est dans des environnements ultra fragmentés, que même si tu rassembles une demande, donc Charal qui veut acheter les meilleurs acheteurs de viande, de Leclerc, mais après il va falloir que Leclerc, sur son site, ça très facile de faire de la publicité et de cibler en priorité, mais l'intérêt aussi de ces clean rooms, c'est à l'extérieur du site, web, de Leclerc, en fait. hmm. Et donc là, on se rend compte que finalement, le taux de réconciliation, bah, il est quand même assez faible, finalement. Non? Toi, comment tu Bah, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que bah, tu connais mieux LiveRamp que moi pour le coup, mais c'est un partenaire très fort pour Carrefour en particulier. Et l'enjeu pour les marques, c'est de pouvoir concilier et synchroniser en fait leur base de données euh, et d'aller taper dans la base de données de Carrefour qui a une vingtaine de millions d'encartés quand même, pour pouvoir en fait les toucher en dehors du site Carrefour, en amont de leur acte de vente, pour justement les cibler de manière assez efficace. Donc, tu as un vrai enjeu de la clean room d'un point de vue insight, et tu as aussi un vrai euh, enjeu de l'exploitation pour pouvoir bien toucher les bonnes audiences avec des techniques qui ont fait leur preuve en plus, mais sur lesquelles le retail média est plutôt en retard. Je pense à du lookalike, des choses comme ça. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que si tu le couples aussi avec un nouveau phénomène de Connected TV, ben, tu as des acteurs comme The Trade Desk qui ont quand même des très bons atouts en main, puisqu'ils ont des très bonnes connexions avec LiveRamp. Et ça sera plutôt un pionnier sur la partie Connected TV. Donc là, tu auras la puissance de la télé en termes d'impact de messages publicitaires et la granularité de la data shopper. Donc tu auras à la fois cette espèce de promesse que tu peux avoir dans la communication, du reach et de l'affinité dans une seule opportunité. oh, Mais oh, pour l'instant, les inventaires restent faibles, en tout cas en France.
et les best case restent relativement limités, quoi. OK, très clair. Mathieu, est-ce que tu veux rebondir? Oui, bah écoute, en direct de La Rochelle. Non, j'étais en train juste de me dire que si le grand public avait plus de connaissances sur ce qui se passe, sur ce que tu dis, Laurent, et tous ces mécanismes, je ne sais pas comment ils réagiraient vraiment. Mais c'est vrai que parfois, j'ai quand même l'impression qu'on déroule des espèces de grosses machines de guerre avec ces clean rooms, ces granularités de ciblage pour parfois des résultats qui, est-ce qu'ils sont vraiment pas? J'imagine que oui, évidemment. Mais ça me paraît assez démesuré tout ça. Mais voilà, c'était ma réflexion du moment. Est-ce que tu veux dire que À contre. le marketing market sa propre offre pour prouver son Ah non, efficacité? non, Non. c'est impossible, Ouais, impossible. j'ai presque. J'ai un peu cette sensation, disons-le clairement, et puis peut-être qu'aussi à un moment l'utilisateur, peut-être, alors c'est peut-être une introduction vers la troisième partie, Laurent, que je te fais, mais c'est est-ce qu'à un moment l'utilisateur aussi, il va pas emmener dans sa SERP, peu importe Alors, Mathieu, il y a la une SERP que c'était, si c'est La Amazon, Rochelle a Darcy, une machin, ces trucs. La Je Rochelle me a une pose la très bonne question. connexion parce qu'en plus d'avoir un décalage, lorsque tu parles, c'est saccadé. Mais on a à peu près compris, en tout cas, pour les telcos, cibler La Rochelle, et il y a du business à se faire, en tout cas. Non, mais au-delà de ça, le point de vue de Mathieu, il est super intéressant. C'est est-ce que toutes ces usines à gaz, en fait, est-ce que ça fonctionne? Alors, tu as à peu près répondu, c'est oui. Pour l'instant, c'est assez naissant, les use cases sont là, il faut prouver maintenant en mettant en place des, des campagnes et en regardant les chiffres. Mais le client, finalement, comment lui, il perçoit tout ça? Le client ou le Alors, consommateur? Parce que dans le monde du retail, le client, c'est le retailer. ouais, Voilà, non, non, sache-le. oui, le consommateur, excuse-moi. Tu fais bien de préciser. Alors, déjà, alors moi j'ai une question à vous poser avant de répondre à ta question. Est-ce que la data de Cleanroom ne veut pas être des années 2020, ce que le DMP était au début des années Bah, 2010? évidemment, c'est enfin là, c'est en plus avec cette problématique de fin des cookies tiers, et cetera, toutes les technos, elles sont comment dire? Alignées en rang d'oignon, pour, proposer des nouvelles, façons de voir les choses. Mais ouais, c'est ce qu'on disait un peu, hors antenne, j'ai l'impression de réinventer l'eau chaude, en fait, là. C'est-à-dire que Hmm. l'échange de données, moi, j'ai connu ça au début de ma carrière. Alors, il y avait moins de sécurité parce qu'il y avait moins d'enjeux, parce qu'il y avait moins d'intelligence, effectivement. Donc, on s'échangeait des fichiers, on parlait à un tiers de confiance qui était un être humain qui croisait lui-même les fichiers pour nous donner, les réconcilier, et cetera. Mais finalement, tout ça, c'est juste, enfin, pour moi, c'est assez réchauffé. C'est extraordinaire dans les possibilités, mais assez réchauffé. Je pense que l'enjeu, c'est la mise en œuvre, tu vois. Parce que il y a deux éléments à prendre en considération quand même par rapport à l'utilisateur final. C'est la fatigue publicitaire quand même. Donc, tu as intérêt d'être de plus en plus efficace dans tes points de contact si tu veux pas augmenter les adblockers. Et on a tous, allez, on a tous entre 15 et 20 ans d'expérience sur le digital, on va dire tous les trois. Euh, et on a tous vécu dans un environnement de pléthore d'inventaires disponibles, au sens littéral du terme. Hein. Tu trouverais toujours un inventaire. Et maintenant, tu rentres dans une forme de rareté d'inventaire. Donc, tu as intérêt d'avoir des points de contact qui sont de plus en plus utiles et de plus en plus qui ont de plus en plus de valeur. Donc, je pense que pour le consommateur final, c'est un enjeu. C'est-à-dire que tu en as marre d'être bombardé euh, par des messages à répétition. Ensuite, un des use cases qu'on nous propose avec les data clean rooms, c'est de dire vous allez maîtriser votre répétition sur sur les contacts utiles. Dire, de toute façon, je me souviens, c'était un grand acteur des telcos, je devrais leur dire, Mathieu, tu travailles avec toi, hein, comme ça tu aurais du réseau à La Rochelle. En l'occurrence, je suis Mais pas il me chez eux, dit, on est full stack Google, et tu vois, j'ai bien les boules. on est full stack Google. Euh,
parce que ça nous permet de contrôler le message. Et puis là, je lui dis, moi je suis pas son client, donc je m'en fous, c'est un copain. Je lui dis, mais sur Facebook, vous faites comment pour réconcilier votre répétition entre Facebook et Google? Elle me regarde et me dit, ben on le fait pas. Et ouais, mais sur le programmatique, c'est quand même pratique. Google me répond. Donc tu vois, c'est là où en fait il faut se poser les bonnes questions en termes de usability au final. C'est-à-dire que si tu peux inventer le meilleur use case, si de toute façon tu es contraint en termes d'exécution, si tu n'as pas des créas que tu peux différencier par consommateur, tu vois, c'est génial hein, l'hyperfragmentation, mais si c'est pour servir la même créa à tout le monde, ça sert à rien. Tel point, moi je travaillais beaucoup avec les États-Unis avant, et au début je leur dis, mais est-ce que vous appliquez ce niveau de ciblage? Et alors ils me regardent et ils me disent, tu sais, nous on peut cibler à la géographie. Et en fait, on se rend compte que cibler à la géographie, c'est plus efficace que d'utiliser de la data third party, parce qu'il suffit de cibler les quartiers riches pour toucher les gens qui sont riches. Il suffit de cibler les quartiers de vieux pour toucher les gens qui sont vieux. Ouais, non, mais c'est en fait ce que tu dis, c'est vrai. Et, je discutais avec un ami qui a une agence spécialisée en Facebook Ads, par exemple. Enfin, pas par exemple, qui est spécialisé là-dedans. Et il me disait, en fait, maintenant, tu laisses le moteur tourner, tu n'as même plus besoin de cibler, en fait. Et pareil pour Google. Google vient de lancer un produit Performance exactement. Et donc, ouais, Performance exactement. Max, ouais. Bon, on leur a dit 3 fois ça, à 3 secondes d'intervalle. Merci, le réseau. Non, mais on n'a même plus besoin de cibler, en fait. Tout est automatique. Et donc, c'est marrant comment le retail média arrive avec un petit train de retard, mais finalement, ça va aussi permettre peut-être aux annonceurs de réfléchir à ces sujets et de remettre en place des stratégies adéquates, en fait. Non, mais là où tu as raison, c'est que on a la chance unique d'avoir une boule de cristal, de savoir tangentiellement ce vers quoi l'industrie va aller, okay, puisqu'on l'a vécu il y a 15 ans il y a 20 ans avec Google et on l'a vécu il y a 10 ans avec Facebook, pour faire simple. Et donc, on a la puissance de feu, on a les budgets, on a des talents, parce que dans l'environnement Google, il y a 10 ans, des gens qui avaient 10 ans d'expérience sur le digital, ça n'existait pas, tu vois, par définition. Donc, on a des trucs hyper intéressants à faire et à leapfrogger, tu vois. Et c'est là où je trouve que le retail média peut vraiment être riche. Parce que sinon, on est complètement off-topic. Merci de nous avoir remis sur le droit chemin, Laurent. Alors, ça fait 28 minutes qu'on discute. On va passer à la question. Donc, la question de l'émission, c'était est-ce que trop de retail média va tuer le retail média? Qu'est-ce que tu vois, toi, de ton côté, Laurence? Je pense qu'on on va rentrer dans une phase un peu d'overburn sur. Tu vois, on va être dans la surchauffe du retail média. Tu regardes certaines pages de résultats, maintenant, tu as 70% de l'inventaire, c'est de la publicité. Faut pas oublier que le consommateur, il est là pour trouver le produit qu'il recherche. Donc, il y a vraiment un enjeu pour les retailers de muscler en fait la dimension pertinence de leur algorithme. Et il y a un vrai enjeu de ne pas être que lower funnel. Sinon, tu vas avoir une inflation très très forte, une vraie inflation, c'est-à-dire des x2, x3 en termes de CPM ou de CPC. Il ne faut pas oublier qu'en plus, la plupart de ces marques, elles sont aussi contraintes à une autre inflation qui est leur matière première. Donc, il y a une remise en cause dernièrement de la rentabilité du retail média. En termes de trajectoire, je pense qu'on ira vers plus de retail média. Mais il y a des acteurs qui commencent à faire des choix sur le retail média, on sort de 3 ans d'hypercroissance sur l'e-commerce, avec une hypercroissance du digital. Donc, tu retrouves en fait dans un creuset du retail média et du retail search l'ensemble des éléments qui vont vers un excès et qui sont en train de revoir plus prosaïquement leur stratégie, l'importance de leur point de contact, l'impact incrémental que ça peut avoir
et entre des gens très sérieux qui font un bon travail et qui mettent des doutes sur ce que certaines régies peuvent envoyer et d'autres sur lesquelles qui sont des passe-plats pour les régies, quoi, tout simplement, et qui ont oublié leur métier d'agence. Et ça, c'est un vrai sujet du conseil, de pas être dans l'over-dépense et de pas uniquement aller chercher des dépenses, et aller chercher de l'intelligence, du recrutement, du vrai retour sur investissement, euh, du vrai incrémental en termes de vente. Euh, donc il y a certaines personnes qui vont avoir des mauvaises surprises dans les jours dans les semaines à venir. Ok. Mathieu, toi de ton côté? Bah écoute, avec beaucoup de décalage, j'imagine. Non, moi je pense que c'est plutôt le comportement de l'utilisateur qui me fait poser des questions par rapport à ça. Je ne doute pas une seconde que les marques investissent et qu'il y ait des choses extrêmement brillantes qui soient faites et nécessaires. Et c'est le sens de l'histoire, tu l'as dit, Lorenz. Moi, c'est plus, c'est peut-être un peu d'utopie, mais c'est peut-être l'éducation au sens noble du terme des consommateurs par rapport à ces mécanismes, avec l'éclairage qu'il y a autour de la privacy et cette information de plus en plus éclairée dont peut disposer l'utilisateur, qui va peut-être, et je ne l'espère pas pour ces retailers, peut-être les faire se détourner d'une certaine manière de ces environnements-là, je ne sais pas. En même temps, tu l'as dit très bien tout à l'heure, Laurence, la rareté des inventaires. On a quoi? On a l'open web. Bon, ok, c'est quand même un gros vivier d'inventaire. On a les et puis on a aujourd'hui cette partie e-commerce, donc pour les marques nécessaires, pour les marques ça leur permet d'être visibles. Comment vont réagir les utilisateurs? Je ne sais pas, il va falloir qu'au niveau créa et qu'au niveau de l'insertion de la marque, au niveau de ces sites e-commerce, ce soit peut-être mieux fait et prendre en compte les potentielles dérives qu'on a pu connaître ces 10, 15 derniers dans les formats publicitaires pour que ce soit peut-être mieux inséré dans le parcours d'achat et que ça traduise aussi peut-être les nouvelles valeurs que les marques ont besoin ou ont envie par nécessité ou par envie de mettre en autour de l'éco-responsabilité, etc. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'à tous les niveaux, on est un peu à la croisée des chemins et également sur ce sujet-là. J'espère juste que ce ne sera pas aussi agressif que ce qu'on a connu en termes de format et de pression sur l'utilisateur par rapport à du retargeting un peu avec de la surpression, etc. Et voilà. Mais je me pose la question de comment va réagir l'utilisateur. Il ne faut pas critiquer le retargeting, Mathieu. Le retargeting. Non, c'est une blague personnelle. Écoute, très clair. Merci beaucoup à vous deux. Et pour compléter un peu ce que vous dites, bah, je suis alors, je me sens plus proche de la réponse de Mathieu parce que je suis moins expert que toi, Laurence, du sujet. C'est finalement ouais, le consommateur au bout du bout. Est-ce qu'il va pas en avoir marre en fait même au moment de payer son panier d'achat sur le site web, qu'on va lui proposer un nouveau produit, etc. etc. Bon, après ma réflexion est complètement fausse quand on regarde les chiffres d'Amazon finalement, parce qu'on est tous là à sortir des grandes phrases. Est-ce que le consommateur va en avoir marre, etc. On pense tous que oui, au fond de nous. Et finalement, on voit que Amazon vend de plus en plus, enfin les retailers vendent de plus en plus. Bref. Mais je te dirais qu'il y a un garde-fou en fait Ouais. sur ce retail média. Et ce garde-fou, c'est le retailer. Amazon, c'est 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le retail média chez Amazon, c'est 30 milliards. Donc, on est sur des petits montants en valeur absolue. Donc, à un moment ou à un autre, même si c'est très profitable, eh bien, le retailer, son core business, c'est pas la pub. Donc, tu vas pas tomber dans l'espèce d'excès de la presse. Hein, je pense à certains trucs de presse dont le seul objectif est de te faire venir et de te faire cliquer, et de te mettre du putaclic et des bannières dans tous les sens et toutes les mauvaises techniques qui mêlent un peu du SEO en mode farming et de la bannière au Et à kilo. ce sujet, tu l'as pas sur le je retail. vais citer la marque de... Non, le mec commence à citer les marques. Non, excuse-moi, je te coupe. Non, mais on les connaît. Hein, vous n'avez pas besoin de moi. Non, mais tu vois, c'est un site de retail. L'objectif numéro un de ces sites-là,
c'est pas la pub. La pub, c'est cherry on the cake. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de format, tu es beaucoup plus sur des formats natifs. Ça, il faut quand même le dire, tu vois. En termes de pertinence, ça reste des formats natifs. Et c'est ça que je te disais, c'est dans l'algorithme d'avoir des malus sur la non-pertinence de certains. Voilà, si je cherche un yaourt bio, qu'on ne me serve pas du Yob, par exemple, tu vois. Euh, et ça va faire partie de l'algorithme. Et n'oubliez pas, leur objectif, c'est quand même de vendre au consommateur final, hein. Si le consommateur final se barre, tu peux rajouter de la bannière. On a vu ce qui s'est passé euh, avec des gens comme Cdiscount, où à un moment, c'était un bon arbre de Noël quand même, hein. Ouais. Ça va mieux maintenant. Tu vois, ils ont compris, ils sont plus sur leur natif. Alors oui, quand tu es en sortie de caisse, tu as toujours et vous pouvez économiser 16,47 € de plus si tu cliques là, mais pour le reste, On peut les citer, s'il vous plaît, ceux-là. Non. mais je sais pas, je connais pas leur nombre. Web Loyalty. Non, c'était ça que tu parlais, Lorenz? Ouais, ou ensuite, je Oui. connais pas la boîte en question, tu vois, mais je crois qu'on l'a sur la Fnac maintenant. Enfin, Ah, mais c'est Non, c'est l'enfer. SNCF maintenant le fait aussi. SNCF. Et c'est l'enfer, on est d'accord? Ou je suis le seul à trouver ça? Oui, oui, ok. Bon, on proposera un banous à cette entreprise. Non, et tu sais quoi, il faut que tu fasses tu fais venir tout le monde, tu vois, tu fais un mash-up général et tu fais un banous spécial bitching, tu vois, où tout le monde lâche un truc qui l'énerve vraiment, tu vois, un truc qui sur le digital. Ouais. vraiment odieux sur le Eh digital, ben tu vois. écoute, on va organiser ça. Et puis Tu vois, tu fais un Christmas Voilà. special, tu vois, où tout le monde sort les gants, quoi. on mettra la CNIL dans la boucle. Écoutez, merci beaucoup à vous deux pour cette première. Alors, je ne connais pas le résultat, hein. Je suis très franc avec vous. Est-ce que ça va être un succès? Est-ce que ça va être une catastrophe? On verra bien. En tout cas, c'était super intéressant, Laurence, comme d'habitude. Merci beaucoup pour ces explications. Merci, Mathieu, pour ta réaction avec 3 à 4 Pour mon de lag. décalage. Mais là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Alors là, je vais faire le super youtubeur, mais merci de liker, de commenter, de faire plein de choses pour justement nous faire remonter dans les algorithmes. Et au moins, avec Banous, si vous voulez avoir un discours sans langue de bois sur le marketing digital, au moins, vous êtes au bon endroit. Ça va faire un super slogan. Merci à vous et puis à la prochaine. Merci. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.